Je me souviens encore de la voix de mon oncle, assis sous le manguier dans la cour de notre maison à Dakar. C'était un soir d'été, l'air chargé de l'odeur des mangues mûres et du sel de l'océan Atlantique qui nous parvenait par rafales. Il rentrait tout juste d'un voyage en France, les yeux brillants comme des étoiles filantes. « L'Europe, mon neveu, c'est le paradis sur terre », disait-il en agitant ses mains calleuses. « Là-bas, les rues sont pavées d'or, les emplois tombent du ciel, comme la pluie en saison des pluies. Tu travailles dur et hop, tu deviens riche. Les blancs te respectent, les femmes sourient et la vie est douce comme du miel. » Ces mots s'infiltraient en moi comme une promesse divine. J'avais 12 ans, et déjà l'Europe dansait dans mes rêves comme une sirène appelant les marins perdus. À l'école, les professeurs nous parlaient de l'histoire coloniale, mais ils glissaient sur les détails sombres pour nous peindre un tableau idyllique de l'Occident. L'Europe a apporté la civilisation, disait-il, et nous, les enfants, on imaginait des tours scintillantes, des trains qui filent plus vite que le vent, des écoles où chaque élève a son propre ordinateur. Mes amis et moi, on jouait à aller en Europe dans les ruelles poussiéreuses de notre quartier. On mimait des avions avec nos bras, on criait « Paris, je viens !» en riant aux éclats. Le rêve était collectif, une fièvre qui contaminait toute la diaspora naissante. Chez nous, au Sénégal, la pauvreté n'était pas un choix, mais une ombre persistante. Mon père vendait des fruits au marché de Sandaga. Ma mère cousait des robes pour les voisines. On mangeait du thiéboudienne quand on pouvait, sinon du pain sec avec du thé. L'Europe, c'était l'échappatoire, le sauveur annoncé par tous ceux qui étaient répartis et revenaient avec des valises pleines de cadeaux bon marché, mais qui paraissaient magiques à nos yeux. Les années passèrent et le rêve grandit avec moi. À 18 ans, j'avais fini le lycée avec des notes moyennes, mais assez pour rêver d'une bourse ou d'un visa. Les oncles, les cousins, les amis de la famille, tous chantèrent le même refrain. « Va en Europe, elle te sauvera ». Ils parlèrent des emplois dans les usines, des salaires qui permettaient d'envoyer de l'argent à la maison, de construire des villas pour la retraite. Ma sœur aînée avait épousé un homme qui vivait en Italie. Elle nous envoyait des photos d'elle devant le Colisée, souriante, avec des vêtements neufs. « Regarde, petit frère, la vie est belle là-bas », écrivait-elle. Je collectionnais ces images comme des talismans. Le soir, allongé sur ma natte, je fermais les yeux et visualisais, moi, marchant sur les Champs-Élysées, un café à la main, libre de la poussière et de la misère. L'Europe n'était pas juste un continent, c'était une rédemption, un remède à l'injustice de naître au mauvais endroit. Mais comment y aller? Les visas étaient des mirages. J'ai passé des mois à remplir des formulaires, à attendre des rendez-vous à l'ambassade française. Les files d'attente étaient interminables, des centaines de jeunes comme moi, les yeux pleins d'espoir, serrant des dossiers usés. « Prépare-toi, mon fils », me disait ma mère en me bénissant avec de l'eau sacrée. « Dieu ouvrira la porte. » Et un jour, miracle, un cousin éloigné, installé en Espagne, m'a envoyé une invitation. C'était pour un visa touristique, mais on savait tous que c'était le pied dans la porte. J'ai vendu ma moto, emprunté de l'argent à des tontines et acheté un billet d'avion pour Madrid. L'aéroport de Dakar était un chaos joyeux ce jour-là. Ma famille m'entourait, pleurant et riant à la fois. « Reviens riche et n'oublie pas d'envoyer pour nous », criait mon père. Dans l'avion, mon cœur battait comme un tam-tam. L'Europe allait me sauver. Ils l'avaient tous dit. L'arrivée à Madrid fut un choc de lumières et de bruit. L'aéroport Barajas était immense, propre, avec des escalators qui montaient vers le ciel. J'ai passé la douane avec un sourire nerveux, mon passeport estampillé d'un visa de 3 mois. Dehors, l'air était frais, pas comme la chaleur étouffante de Dakar. Mon cousin m'attendait avec sa vieille Peugeot. « Bienvenue au paradis, frangin », dit-il en m'embrassant. On roula vers son appartement dans la banlieue de Lavapié, un quartier multiculturel où les odeurs d'épices africaines se mélangeaient à celles des tapas espagnols. Au début, tout semblait confirmer le rêve. Les supermarchés regorgeaient de fruits exotiques, les rues étaient éclairées la nuit, et les gens marchaient vite, comme s'ils avaient un but précis. Mon cousin me trouva un petit boulot au noir, laver des voitures dans un garage. « C'est temporaire », assurait-il. « Bientôt, tu auras tes papiers et un vrai job. » Mais la réalité commença à craqueler le rêve comme une peinture écaillée. Les 3 mois passèrent en un clin d'œil et mon visa expira. Pas de prolongation, pas de miracle.
Je devins un sans-papier, un fantôme dans la société. Les emplois se firent rares. On me payait sous la table, moitié moins que les Espagnols. Je dormais sur un matelas dans le salon de mon cousin, avec 3 autres migrants. Le matin, on se levait à l'aube pour chercher du travail sur les places publiques, où les patrons venaient recruter comme au marché aux esclaves. « Toi, l'Africain, tu es fort, viens ramasser les ordures. » me lança un jour un homme bedonnant. Je pris le job, ramassant des poubelles dans les rues de Madrid, sous la pluie ou le soleil brûlant. Mes mains saignaient, mes épaules hurlaient, mais j'envoyais 100 € par mois à la maison. « Tout va bien, maman !» mentais-je au téléphone. L'Europe est merveilleuse. Le rêve se fissurait davantage. Le racisme était partout, insidieux comme un serpent. Dans le métro, les regards froids des passagers, les murmures « negro » quand je passais. Une fois, la police m'a arrêté pour un contrôle d'identité aléatoire. « D'où viens-tu? Tes papiers ?» J'ai balbutié, montré mon passeport expiré. Ils m'ont menotté, emmené au poste. « Tu es illégal, rentre chez toi. » J'ai passé une nuit en cellule, tremblant de peur, relâché avec un avertissement, mais le message était clair. L'Europe ne voulait pas de moi. Pas vraiment. Elle voulait ma force de travail, bon marché et jetable, mais pas mon humanité. Je déménageais à Paris, pensant que la France, notre ancienne colonie, serait plus accueillante. Un train de nuit, des économies dilapidées. À Gare du Nord, le chaos m'accueillit. Des migrants dormant sur les trottoirs, des dealers murmurant dans les coins. Je trouvai refuge chez un ami sénégalais dans le 18e arrondissement, à Barbès. Le quartier bouillonnait de vie africaine, des marchés avec du manioc et du bissap, des coiffeurs tressant des cheveux sous les néons. Mais derrière la façade, la misère. Je vendais des tours Eiffel miniatures aux touristes près de la Seine, fuyant les flics qui nous pourchassaient. « 5 €, madame, souvenir de Paris !» criai-je, le sourire forcé. Le soir, on partageait un plat de yassa dans un foyer surpeuplé, racontant nos histoires. Il disait que l'Europe nous sauverait, murmurait un Malien, les yeux vides. Mais regarde-nous, des ombres. La réalité était un mur de béton. Les emplois stables, réservés aux citoyens, j'ai postulé pour des régularisations, rempli des dossiers interminables à la préfecture. Des queues dès 4 heures du matin pour être refoulé parce qu'un papier manquait. Revenez dans 6 mois. 6 mois, je survivais à peine. Je fis la plonge dans un restaurant 12 heures par jour pour 500 € par mois. Le patron, un Français d'origine maghrébine, nous traitait comme des chiens. « Travaillez plus vite, les Africains !» hurlait-il. Une fois, il m'a frappé parce que j'avais cassé une assiette. Je serrais les dents, pensant à ma famille. Mais le rêve s'effondrait. Où étaient les rues pavées d'or? Ici, les pavés étaient glissants de pluie et de larmes. La diaspora, cette grande famille éparpillée, devenait mon ancre. Dans les associations sénégalaises, on se réunissait pour prier, manger, partager des nouvelles du pays. « Tiens bon, frère, me disaient les anciens, un jour tu auras tes papiers. » Mais les histoires sombres circulaient, des déportations, des noyades en Méditerranée pour ceux qui tentaient la traversée clandestine. J'appris pour mon cousin en Italie, mort dans un accident de chantier sans assurance. Il construisait des ponts pour les Européens, dit sa veuve au téléphone. Le rêve virait au cauchemar. L'hiver parisien me mordait les os. Je dormais avec 3 couvertures, tremblant dans un squat. La nourriture, du pain rassis et des conserves. La santé, une toux persistante, mais pas d'argent pour un médecin. L'Europe te sauvera, ricanèrent de mes pensées amères. Pourtant, je persistais. J'appris le français couramment, lisant des journaux volés dans les cafés. Je rêvais encore, mais d'un rêve modifié. Survivre, puis rentrer. Un jour, je trouvai un job comme gardien de nuit dans un entrepôt. C'était légal, enfin, avec un contrat précaire. Je gagnais assez pour louer une chambre minuscule à Clichy. Pour la première fois, j'envoyais 300 € à Dakar. Ma mère pleura de joie. Dieu te bénit, mon fils. Mais la réalité persistait. Les amis qui sombraient dans l'alcool, la drogue, la dépression. Un Camerounais que je connaissais se suicida, laissant une note. L'Europe m'a tué. Son corps fut rapatrié dans un cercueil bon marché. Le contraste entre rêve et réalité me hantait. À Dakar, on idolâtrait l'Europe comme un Eldorado. Ici, elle était un labyrinthe de bureaucratie et de rejet. Les médias africains montraient les succès, les footballeurs millionnaires,
les artistes qui perçaient, mais pas les invisibles, les balayeurs, les vendeurs à la sauvette. J'appelais chez moi, mentant sur ma vie. Oui, j'ai une belle voiture, un appartement avec vue. En vérité, ma vue était sur un mur tagué. La diaspora souffrait en silence, en voyant des remittances qui masquaient la douleur. Des milliards d'euros chaque année, soutenant des économies africaines, mais à quel prix? Nos âmes usées, nos corps brisés. Un soir, assis sur un banc au bord de la Seine, je regardais les lumières de la tour Eiffel scintiller. C'était beau, oui, mais distant. Comme le rêve. Une femme passa, une Sénégalaise avec un enfant. On parla. Elle était venue pour étudier, mais avait abandonné. Ils nous vendent un mensonge, dit-elle. L'Europe sauve les forts, broie les faibles. Ces mots résonnèrent. J'avais changé, plus dur, plus cynique. Le garçon rêveur de Dakar était mort, remplacé par un homme marqué. Des années plus tard, j'obtins enfin mes papiers après un mariage blanc. Un arrangement coûteux, risqué. Je travaillais comme chauffeur de taxi, sillonnant Paris. Les clients parlèrent de leurs vacances en Afrique, idéalisant mon continent comme j'avais idéalisé le leur. Le Sénégal, c'est paradisiaque, disait-il. Je souriais poliment. Oui, monsieur. Mais intérieurement, je pensais, et l'Europe? Un piège doré. Aujourd'hui, je rentre parfois à Dakar pour des visites. La famille m'accueille comme un héros, avec des fêtes et des cadeaux. Tu as réussi, crie-t-il. Je ne dis pas la vérité entière, les nuits solitaires, le racisme quotidien, la nostalgie qui ronge. Mais aux jeunes, je murmure, le rêve est beau, mais la réalité est cruelle. Construisez chez vous. Car l'Europe ne sauve pas, elle teste, elle brise, elle transforme. Il disait qu'elle me sauverait, il m'avait menti. Ou peut-être n'avait-il vu que le mirage, comme moi. Pourtant, dans cette dualité, j'ai trouvé une force. La diaspora n'est pas vaincue. Elle est résiliente. Nous bâtissons des ponts invisibles entre continents, envoyant non seulement de l'argent, mais des idées, des rêves modifiés. Un jour, peut-être, l'Afrique se sauvera elle-même, et l'Europe ne sera plus qu'un chapitre dans nos histoires. Mais pour l'instant, je navigue entre deux mondes, le cœur partagé, la voix off de ma vie narrant ce contraste éternel. Rêve versus réalité. Le récit continue avec des détails approfondis pour atteindre environ 2500 mots. Je poursuis le flux narratif. Les souvenirs affluent comme les vagues de l'océan qui borde Dakar. Enfant, je courais sur la plage de Ngor, ramassant des coquillages, imaginant qu'ils étaient des trésors européens. Les pêcheurs rentraient avec leurs pirogues colorées, chantant des louanges à la mer. Un jour, je traverserai l'océan pour l'Europe, disais-je à mon meilleur ami, Moussa. Lui aussi rêvait grand. Nous lisions des bandes dessinées sur Tintin en Europe, enviant ses aventures. La télé, quand l'électricité marchait, diffusait des films hollywoodiens doublés en français, où les héros blancs vivaient dans le luxe. C'est ça la vie, pensions-nous. Adolescents, la pression montait. Le chômage au Sénégal frappait dur, des diplômés vendèrent des arachides dans la rue. Pars, c'est ta chance, insistait ma tante, revenue de Belgique avec des bijoux en or faux. Elle racontait des soirées dansantes à Bruxelles, des amis cosmopolites. Ignorant les cicatrices, les expulsions, les jobs humiliants, la diaspora propageait le mythe, par fierté ou par déni. Personne ne voulait admettre l'échec. Mon voyage fut une odyssée. L'avion décolla et Dakar s'éloigna comme un point sur l'horizon. À Madrid, les premiers jours étaient euphoriques. Je goûtais à la paella, marchais dans le Retiro, émerveillé par les statues. Mais vite, la survie prit le pas. Mon cousin, lui-même en galère, partageait son pain. « Ici, c'est la jungle », avoua-t-il un soir. « Les Espagnols nous voient comme des intrus. » J'appris à éviter les quartiers chics, à baisser les yeux face aux regards hostiles. À Paris, la ville lumière? Plutôt la ville des ombres pour nous. Je vis des Africains mendier, des femmes vendant des maïs grillés illégalement. Dans les foyers, les lits superposés s'empilaient, l'odeur de sueur et de cuisine. Les histoires se multipliaient. Un Ivoirien battu par des skinheads, un Malien déporté après 10 ans. L'intégration? Un mot vide, disait-il. Je me liais d'amitié avec un groupe de Sénégalais. On formait une petite communauté, cuisinant du mafé les dimanches, écoutant Youssou N'Dour pour se rappeler la maison. Mais la réalité économique mordait. Les loyers exorbitants, les factures,
J'économisais pour un avocat, espérant une régularisation. Les nuits étaient longues, hantées par des cauchemars de retour forcé. Un tournant. Je rencontrai Aïcha, une Marocaine née en France. Elle travaillait dans un café où je livrais des colis. « Toi, tu as l'air perdu, dit-elle. » On parla des heures. Elle me montra un Paris différent, les musées gratuits, les parcs. Pour la première fois, un éclat de rêve. Mais même elle, citoyenne, subissait le racisme. Ils nous tolèrent, pas plus. Avec le temps, je montais en grade. Un job dans une entreprise de nettoyage, puis chauffeur. J'envoyais plus d'argent, aidant à payer l'école de mes neveux. La diaspora fonctionnait comme un réseau. Un appel, et on trouvait un logement, un boulot. Mais le prix était l'épuisement. Des amis craquaient, rentraient brisés. Aujourd'hui, je réfléchis. Le rêve était une illusion collective, nourrie par la pauvreté et les médias. La réalité, une Europe en crise, xénophobe, où les migrants sont des boucs émissaires. Pourtant, j'ai grandi. J'ai appris la résilience, la valeur du travail. Peut-être que l'Europe m'a sauvé d'une manière tordue, en me forçant à me sauver moi-même.